Alors, nous commençons la dernière partie de la journée par une intervention de Pierre-Yves Tessenoir de l'Université Paris 3, qui il travaille sur l'histoire de la mystique et théorie littéraire, et il vient en fait de publier une édition des anagrammes homériques de Ferdinand de Saussure chez Lambert Legar. Donc c'est un grand plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, j'ai conçu cette intervention comme une présentation assez générale des anagrammes homériques et des enjeux spécifiques qu'ils soulèvent. C'est l'occasion de donner à lire des textes qui étaient jusqu'ici inédits. En introduction, je souhaiterais préciser l'angle sous lequel j'ai abordé ces manuscrits. Mon travail se fonde avant tout sur un examen critique de la réception des anagrammes. Je rappelle en quelques mots l'histoire de ces textes que vous connaissez. À la fin des années 50, lorsque les deux fils de Saussure déposent les manuscrits à la bibliothèque de Genève, plus de la moitié de ces manuscrits est constituée de manuscrits d'anagrammes. Bon, lorsque l'on parle des manuscrits saussuriens, d'avoir une idée des proportions, là, ce qu'on appelle les manuscrits linguistiques générales, c'est une part infinitésimale. L'immense majorité sont constitués de travaux sur les langues indo-européennes, le grec, le latin, le lituanien, etc. Donc c'était à l'époque la moitié du fonds. Aujourd'hui, avec les nouveaux fonds, c'est à peu près un quart. Robert Godel, qui à l'époque s'occupe du classement des manuscrits, et qui pourtant est latiniste, et c'est là peut-être que se joue le destin de ces textes, ne travaille pas, décide de ne pas travailler sur ces manuscrits, et se tourne vers son collègue de littérature française de l'Université de Genève de l'époque, qui est Jean Starobinski. Jean Starobinski, en 1964, publie le premier article sur les anagrammes, il fait connaître ses documents. Il va publier de 1964 à 1971 5 articles sur cette question, en manœuvrant d'ailleurs assez bien dans le champ de l'époque, puisqu'il publie à la fois dans Lequel et dans la revue dissidente et ennemie à l'époque. Voir la violence du texte change. Et bon, bref, en 1971, il réunit ces articles dans un livre, évidemment Les mots sous les mots, qui va avoir un impact assez important et qui va susciter un engouement pour cette question des anagrammes, engouement qui va durer à peu près une dizaine d'années, du deuxième partie des années 60 jusqu'à la deuxième moitié des années 70. Après, la question va perdre de son actualité. Alors cet engouement va toucher quelques linguistes, pas très nombreux, Roman Jacobson, Peter Winderly s'en sont occupés, surtout des poéticiens, Kristeva évidemment, Rifateré, des psychanalystes, Lacan et Lacaniens, mais aussi toucher d'autres domaines, Derrida en parle dans la grammatologie, Baudrillard un peu plus tard. Alors sur cette réception immédiate des anagrammes, on peut faire deux constats. Le premier concerne la disproportion entre l'engouement pour la recherche dans les années 60 et 70 et l'étroitesse des matériaux qui en sont à l'origine. C'est-à-dire une infime partie des manuscrits conservés à la bibliothèque de Genève. La quasi-totalité de la réception s'en est fait fonder et continue largement de se fonder sur les extraits réunis par Jean Starobinski dans Les mots sous les mots. Alors ces extraits constituent à peu près moins de 5% de l'ensemble. Depuis, quelques documents ont bien été publiés, notamment l'ensemble sur les anagrammes germaniques, partie des anagrammes latins, le plus souvent d'ailleurs sous forme de fac-similés, mais les anagrammes n'ont pas suscité de travail philologique de grande ampleur, au même titre que les documents de linguistique générale ou que ceux sur les légendes ou sur la phonétique. Et donc aujourd'hui, l'ensemble reste largement inédit. Second constat, qui est un corollaire du précédent, c'est la nature essentiellement spéculative des lectures des anagrammes effectuées ces 40 dernières années. Étant donné la lacune philologique que je viens de décrire et les circonstances immédiates de la réception, sur lesquelles je reviens peut-être, l'évaluation critique des anagrammes n'a pas véritablement été menée. La postérité s'est surtout attachée, d'une part, à substituer à l'horizon gréco-latin qui était celui de Saussure la problématique de la poésie moderne depuis Mallarmé, et d'autre part, elle s'est attachée à reprendre l'hypothèse de l'anagramme là où Saussure l'avait abandonné, en cherchant les moyens de son déplacement ailleurs,
dans les années 70 chez Freud, chez Bakhtin, aujourd'hui chez Benveniste par exemple, chez les élèves de Méchovic. Partant de ce double constat, j'ai donc considéré que mener un examen méthodologique et épistémologique de la démarche saussurienne telle qu'elle est consignée dans les manuscrits d'anagramme constituait un préalable à toute entreprise spéculative à leur sujet. Donc, dans l'immensité des anagrammes, plus d'une centaine de cahiers, j'ai décidé donc de circonscrire un corpus restreint sur lequel mener un examen systématique. Et donc je me suis intéressé aux anagrammes homériques qui forment environ, qui forment 24 cahiers plus quelques feuillets. Alors ce corpus pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un ensemble déjà totalement inédit, donc délaissé par la critique, et qui présente une grande cohérence, tant du point de vue terminologique que conceptuel. En deuxième lieu, ces manuscrits sont antérieurs au travail sur la poésie latine, connu jusqu'ici, et donc ils constituent le chaînon manquant entre les travaux originels sur la métrique du saturnien et les études anagrammatiques menées chez les poètes latins que l'on connaît. Donc ils témoignent d'un état premier de la recherche, différent, et à mon avis plus intéressant par certains aspects, que celui sur la poésie latine. Et enfin, la spécificité des textes examinés par Saussure, les poèmes homériques et les problèmes évidemment qu'ils soulèvent, suscitent des problématiques nouvelles et distinctes de celles observées dans les cahiers sur la poésie latine, notamment sur la question de l'oralité, de l'écriture ou le rôle du nom propre. Donc la première étape a été un travail philologique de constitution du corpus, puisque les manuscrits étaient répartis sous différentes cotes, de datation, qui est important, et donc d'établissement du texte. Donc l'édition réunit la totalité des manuscrits d'anagramme connus, présentés sous un ordre chronologique. Je ne reviens pas parce qu'il y a une partie anecdotique dans l'édition qui revient sur la méthode de datation et de chronologisation des manuscrits. Les manuscrits donc, se présentent sous un format typographique. C'est une édition semi-diplomatique, donc notamment elle était possible cette édition semi-diplomatique parce que les manuscrits sont écrits en vue d'un lecteur, ce qui n'est pas le cas, pose évidemment d'autres problèmes pour les autres manuscrits, sinon on a l'édition de la matière avec toutes les notes de littérature. Et donc, c'est un texte typographique qu'on peut lire, que l'on peut indexer, comme c'est le cas pour d'autres corpus saussuriens, et non pas, ça me semble important, sous forme d'images ou de facsimilés, comme on l'a trop souvent fait jusqu'ici, qui a eu pour effet de cantonner les manuscrits d'anagramme dans le domaine des mirabilia, c'est-à-dire d'objets littéraires, de curiosités que l'on contemplait plus que l'on ne lisait, notamment du fait de leur beauté formelle. Donc ça, c'est l'objet du premier volume. Et dans un second temps, j'ai mené une analyse historique, méthodologique et théorique pour essayer de comprendre, sur une expression consacrée, ce que le linguiste fait dans ses cahiers, et donc il fait l'objet d'un deuxième volume qui va apparaître avant la fin de l'année chez le même. Donc ce sont les quelques remarques préliminaires. Mon exposé donc suivra le plan suivant. D'abord une présentation succincte des anagrammes homériques et de leur spécificité par rapport aux anagrammes connus jusqu'ici, et dans un second temps, si j'ai le temps, quelques problèmes linguistiques soulevés par ces écrits. Alors dans un premier temps, je vais essayer de situer rapidement les anagrammes homériques dans l'ensemble du parcours anagrammatique, dans l'ensemble des documents. Donc, au premier semestre 1906, on sait, à la suite d'un voyage à Rome, Saussure s'intéresse au problème des vers saturniens. Les vers saturniens sont, vous le savez, les plus anciens vers latins que l'on possède, le plus souvent par témoignage épigraphique, et qui ont la particularité de se plier à aucun maître connu de la métrique gréco-latine. Donc les vers saturniens forment une énigme métrique à l'époque de Saussure, et en lâche pas encore aujourd'hui. Il y a notamment, à la fin du XIXe siècle, une abondante littérature critique que Saussure connaît, autour de la question de savoir s'il s'agit d'un vers quantitatif, comme est la métrique gréco-latine, ou s'il s'agit d'un vers accentuel. Saussure donc travaille à cette question et envisage une solution qui, selon son expression, permettrait de concilier quantitateur et accentiste. Et en travaillant sur les règles de versification de ces vers, il en vient à penser, à la suite de nombreux savants, que la solution serait peut-être à rechercher du côté des allitérations fréquentes qu'on y rencontre. Il développe alors l'idée, on est en juin-juillet 1906, que ces vers seraient régis par une organisation phonique, selon une loi dite de parité phonique, qui voudrait que chaque phonème figure en nombre pair dans le vers.
Donc Saussure imagine que si un phonème est en nombre impair, oui. Les deux. Elle est dans le champ de vision du... Ben, complètement, oui. Surtout la grande, d'ailleurs. La grande, oui, c'est la grande. Ah, c'est la grande. C'est bon. C'est bon, ouais. C'est pas pour boire. Désolé. C'est juste pour ne pas gêner la Ah, on a. Ah, bah oui, On a rien. le goûter, justement. Faut s'enregistrer. Bah oui. Donc, autour de cette question de l'appareil téléphonique, Saussure imagine que si un phonème donc, est en nombre impair, il faut ce qu'il appelle un résidu et qu'il doit donc rattraper dans le vers suivant. Vous avez ici un exemple de manuscrit consacré à la recherche de cette parité phonique. Le vers latin, pour les voyelles, vous voyez la parité phonique s'applique, donc vous avez votre résidu 0. En revanche, pour les consonnes, cela ne fonctionne pas, donc vous avez un résidu QV, F, S, T, N. Puis, il envisage que ce résidu soit signifiant et qu'il joue un rôle dans la versification. Il tente alors de vérifier sur son hypothèse sur les vers saturniens, mais évidemment le corpus lui pose problème, puisque l'on a des vers saturniens de mémoire que 6 vers consécutifs. Il ne lui permet donc pas de vérifier son hypothèse d'un rattrapage du résidu sur le vers suivant. Et donc il a besoin d'un corpus qui soit continu, et c'est alors, on est en juillet 1906, qu'il se tourne vers les poèmes homériques, qui eux lui offrent 28 000 vers continus pour vérifier son hypothèse. Alors Saussure, je vous rassure, ne va pas dépouiller les 28 000 vers de l'Iliade et de l'Odyssée pour voir si les phonèmes sont en nombre pair. Il effectue alors une sorte de renversement de perspective dans ses hypothèses de travail. Donc l'idée du résidu comme principe d'organisation du vers devient l'hypothèse centrale, et la parité phonique passe au second plan. Il forme alors l'hypothèse que les phénomènes d'allitération s'organisent autour d'un énoncé, l'ancien résidu, qu'il appelle thème, puis ensuite mothème. Selon son hypothèse, les poètes ayant en tête ce thème s'attacheraient à disséminer dans leurs vers des syllabes identiques à celles de ce nom, de ce thème. Et ce procédé serait un principe structurant de la versification gréco-latine. C'est l'hypothèse anagrammatique qu'il va vérifier. Si j'insiste sur cette genèse métrique de l'anagramme, c'est qu'elle m'apparaît déterminante pour comprendre le projet de Saussure. Sans cela, on ne comprend pas pourquoi Saussure va chercher des mots-thèmes dans la poésie gréco-latine et on en fait une histoire de cryptage, ce qu'elle n'est pas. À mon sens, la recherche des anagrammes, c'est une recherche formelle sur les principes de versification de la poésie gréco-latine. Donc cette hypothèse formulée à l'été 1906 va être poursuivie pendant 3 ans avec des phases d'interruption. Alors je présente rapidement, c'est des choses qui ont été datées à partir des manuscrits, le parcours anagrammatique. Vous avez donc en début 1906 ce que j'appelle à la suite de Protochimie la période pré-anagrammatique. Dans un premier temps, donc, période anagrammatique qui commence à l'été 1906, que j'appelle la première phase. Il vérifie donc cette hypothèse sur les textes archaïques et dont les modalités de composition semblent obscures, c'est-à-dire Homère principalement et dans moindre mesure le Véda. C'est ce que j'appelle la première phase. Puis, après une période vraisemblablement d'interruption, en tout cas on n'a pas d'attestation de ce travail pendant cette période-là, qui correspond à la partie organisée, il revient sur l'hypothèse sur le saturnien et envisage que cette pratique se soit transmise à travers toute la poésie latine. Aussi se met-il à chercher et à trouver des anagrammes chez les poètes de l'époque républicaine et augustéenne, Virgile, Ovide, Lucrèce, puis à l'époque impériale, chez Lucain, chez Juvénal. Il découvre le même procédé donc, dans la prose, début 1908, Cicéron, Tite-Live, Pline, donc c'est ce que j'appelle la deuxième phase. Enfin, après une vraisemblable autre interruption, il s'intéresse à partir de l'été 1908 à la poésie latine à l'époque moderne, chez les humanistes et dans les œuvres des jésuites du XVIIe siècle. Troisième phase, enfin, bon, l'épisode est connu, en mars-avril 1909, intrigué par ce que Jean Stravinsky appelle la prolifération d'anagrammes, dont il n'arrive pas à prouver l'existence, il se tourne vers un de ses contemporains, Giovanni Pascoli, qui a composé des pièces en latin pour lui demander si les anagrammes qu'il découvre dans son vers sont intentionnels ou s'ils sont le fruit du hasard. Giovanni Pascoli ne répond pas et Saussure, vraisemblablement interprétant ce silence comme un désaveu, abandonne sa recherche pour les anagrammes. Il ne va pas abandonner sa recherche, contrairement à ce que vous pensez, pour la parité phonique, puisqu'on en a des manuscrits qui datent de septembre 1909,
4 mois après, enfin 6 mois après la lettre de Pascoli, où il cherche, enfin il continue à vérifier cette hypothèse de la parité phonique dans le Veda. Bon, je signale, alors c'est connu évidemment que ce travail est contemporain des deux cours, pour les cours de linguistique générale, contemporain mais pas coïncident, puisque le premier cours se tient, vous voyez, pendant la période qui est ici en grisé, c'est-à-dire en isomètre 1908, et que le novembre à janvier 1908 correspond à l'introduction du deuxième cours. Donc au total, ce aura consacré 3 ans et plus d'une centaine de cahiers à consigner des anagrammes dans les textes antiques. Il ne publiera évidemment rien de ses recherches, il faudra attendre les années 60. Pour montrer donc comment fonctionne l'anagramme saussurien, le plus simple m'a paru de reproduire une page de ces manuscrits où l'on voit le protocole méthodologique que suit systématiquement le linguiste dans ses cahiers pour mettre au jour un anagramme. Voici un exemple d'étude anagrammatique choisie presque au hasard. Vous avez sur la page de gauche ce manuscrit, sur la page de droite la transcription de l'édition. Je vais me concentrer sur la transcription. Alors, dans un premier temps, exemple d'étude anagrammatique, vous voyez, Saussure reproduit le vers examiné, ici, donc c'est les vers 323 à 325 du chant 17 de l'Iliade, qui retrace le combat autour du cadavre de Patrocle. Donc, il transcrit ce vers sans traduction, Demas Pelipanti Eoikos, Kelu Keputide, Os Oipara Petrigilanti, Kelu Sol Gelaske, Pila Plessi, Medea Eoitos. La première opération à laquelle se livre Saussure est de déterminer le thème. Dans les cahiers, l'indication du nom à rechercher précède ainsi toujours l'analyse des phonèmes des vers en question. Sur quels critères donc Saussure décide-t-il d'orienter ses investigations vers tel nom plutôt que tel autre? Ainsi qu'il l'explique ailleurs, le mot thème est impliqué par le contexte et la signification du vers. L'anagramme peut se dérouler soit sur un nom, dit-il, qui figure dans le texte, soit sur un nom qui n'est pas prononcé du tout, mais se présente naturellement à l'esprit par le contexte. Le mot thème est alors le plus souvent donné comme une évidence, comme s'il n'était pas le résultat d'un choix, mais s'imposait naturellement. C'est ici le cas, puisque vous voyez, le mot thème qui est Pelipanti, le nom du Kérux, qui est mentionné au premier vers, oui, vers 323, est amené dans le manuscrit sans aucune justification. Ensuite, Saussure va délimiter l'espace du texte pour lequel l'anagramme sera recherché. Vous voyez, première étape, l'anagramme de Pelipanti contenu dans les deux complexes, Patrigelonti et Pila Plessi, dont le principal est Patrigelonti commençant par Pi et finissant par Iota, comme Pelipanti, tandis que le second est le complexe complémentaire. Saussure invente donc, vous voyez, le concept de complexe anagrammatique que l'on peut définir comme un espace textuel spécialement dévolu à l'anagramme. Pour signaler dans l'ensemble du texte qu'il est l'espace de l'anagramme, le complexe, explique Saussure, doit commencer et finir comme le mot thème, c'est-à-dire, comme dans le cas présent, présenter un pi initial comme Pelipanti et un iota final. Mais on voit ici que si cette règle s'applique pour le premier complexe, elle subit une légère entorse pour le second, puisque l'occlusite sourde aspirée pi est prise pour l'occlusite sourde. Après avoir déterminé le thème et circonscrit l'anagramme, enfin l'espace de l'anagramme, Saussure repère dans le complexe anagrammatique le groupe phonique identique au thème, c'est ce qu'il appelle dans le manuscrit l'exécution des syllabes, dans l'exécution des détails. Donc par le premier, c'est-à-dire le premier complexe, on obtient déjà les fragments initial pi, r, rythme ti, plus l'alpha qui n'est pas en contact avec les voyelles voulues. Alors on le voit, pour former l'anagramme complet de Pelipanti, il manque ici un groupe, qui est le groupe A. Saussure donc va le trouver dans le second complexe, mais là encore avec une légère entorse. Le deuxième complexe, écrit-il, en apportant le phi, marque aussi sa place. Il est vrai d'une manière indirecte et renversée, car pour imiter la suite ipa de Pelipanti, il se sert de pi plus a, pila, mais de ce fait même, la suite ia est quant à elle observée. En outre, le total des voyelles qui sont dans Pila Plessi est le même que Pelipanti. 2 i, un e, un a. C'est par là, ainsi que par le retour du R, que ce complexe anagrammatique marque pour ainsi dire sa relation générale avec l'anagramme. Donc comme le groupe IPA ne se trouve pas textuellement dans le vers, et que pour le faire admettre dans l'anagramme, Saussure a recours à une combinaison, il invoque des règles, vous le voyez, adjacentes pour excuser la licence qu'il s'est autorisée, ici la suite vocalique, la même que le mot thème, et le nombre de voyelles similaire à celui du mot thème. Donc sans rentrer plus dans le détail, on s'aperçoit que la méthode
mise en place par Saussure est assez complexe. Le repérage d'anagrammes obéit à une multitude de règles, les règles du complexe, sur lesquelles je vous parle en détail, et les règles de l'exécution des syllabes, qui est là encore assez complexe, avec des sous-règles, qui ne sont pas toujours elles-mêmes respectées. De plus, celles-ci sont fluctuantes, puisqu'elles s'élaborent au fur et à mesure de la recherche et ne sont pas, une fois pour toutes, arrêtées dans les manuscrits. Il n'en reste pas moins qu'avec cet exemple, autour du nom Pelipanti, on a un bon aperçu de ce qu'est l'anagramme homérique tel que le recherche Saussure, et il est possible de déterminer à partir de cet exemple quelques caractéristiques. Alors, l'anagramme saussurien peut être défini comme un phénomène de diffraction dans un espace textuel donné appelé complexe de la matière phonique d'un nom, qui dans la pratique des cahiers s'avère quasiment toujours, dans 80% des cas, être un nom propre. J'insisterai pour ma part sur trois caractéristiques essentielles de ce phénomène, trois caractéristiques qui le distinguent radicalement de la figure traditionnelle de l'anagramme. Première caractéristique, l'anagramme de Saussure porte non pas, vous voyez, sur des lettres, mais sur des syllabes. Comme il apparaît dans l'exemple de Pelipanti, le mot thème est constitué au moins par deux phonèmes. Cette dimension syllabique s'explique par la deuxième caractéristique de l'anagramme saussurien, qui est son caractère oral. C'est un point sur lequel Saussure ne cesse de revenir dans ses manuscrits. Les anagrammes qu'il découvre chez Homère ne supposent pas l'intervention d'écriture. Il s'agit d'un phénomène donc phonique et non graphique. Il faut préciser que Saussure partage, dans ce qu'il est convenu d'appeler la question homérique, les conceptions dominantes dans la philologie de l'époque des analystes. C'est-à-dire qu'il considère l'Iliade et l'Odyssée comme l'agrégation progressive, selon la théorie bardique, de courtes pièces composées oralement. Dès lors que l'anagramme est un trait de composition épique orale, il doit s'appuyer, pour être praticable par la aide et perceptible par ses auditeurs, sur une unité plus large que le phonème. De là découle la non prise en compte dans l'exécution des syllabes des phonèmes isolés. Et troisième caractéristique majeure de l'anagramme saussurien, elle concerne la fonction jouée par le mot anagrammatisé. L'anagramme n'est pas, dans la théorie de Saussure, au service d'une lecture cryptique des œuvres. Et ceci, contrairement à l'usage le plus souvent fait de l'anagramme traditionnel et de ses avatars, que ce soit dans l'Antiquité, à la Renaissance, sous l'influence des méthodes de lecture cabalistique, ou encore aujourd'hui. Chez Saussure, l'anagramme n'est pas soumis à l'idée selon laquelle les textes contiendraient un secret, un sens caché qu'il s'agirait de dévoiler. L'anagramme saussurien ne livre donc pas un sens autre, second par rapport à celui des textes effectifs. Et de fait, les mots anagrammatisés sont le plus souvent, comme c'est le cas ici, souvent contenus dans le vers. Ainsi que l'explique donc le linguiste, le mot thème se présente naturellement à l'esprit par le contexte problématique. Dans la pratique des cahiers, donc sur Homère, le mot thème découvert dans les vers, et il y a deux cas de figure, c'est presque toujours soit le nom du héros dont il est question dans le vers, qui est présent dans le vers comme ici, soit le nom du héros qui, dans la diégèse épique, prononce le vers. Ne livrant aucun sens supplémentaire, le mot thème apparaît ainsi comme redondant par rapport au sens des vers. Saussure ne croit donc pas trouver dans les anagrammes un outil d'interprétation des textes, mais une nouvelle contrainte inhérente au vers grec, contrainte qui compare le plus souvent dans ses manuscrits à la contrainte métrique. De même, en somme, que la aide se devait de faire alterner dans ses vers syllabes longues et syllabes brèves, de même il se devait de reproduire les syllabes des noms propres qu'il prononçait. À cette contrainte, Saussure va conférer, dans le cadre de la poésie homérique, une fonction spécifique. Nous l'avons vu, entre le vers et le mot thème, et la relation est thématique. Le mot anagrammatisé joue un rôle similaire au rôle que joue, par exemple, un titre ou un chapitre. Saussure isole ainsi dans l'Iliade et dans l'Odyssée des groupes de vers, reproduisant par anagramme le même mot thème, groupe auquel il donne le nom de morceaux. Selon lui, les poèmes homériques seraient composés par une multitude de morceaux, définis comme des unités textuelles réunies autour d'un même mot thème. Le début de l'Iliade, par exemple, verrait se succéder le morceau d'Achille, de Chrysès, d'Agamemnon, etc. Alors on retrouve bien évidemment de nouveau dans cette conception l'influence des positions analystes. Le système des morceaux de quelques vers groupés autour d'un même mot thème, imaginé par Saussure, peut être comparé au niveau de la macrostructure des poèmes aux différents épisodes du récit épique qui étaient désignés dans l'Antiquité par un ou plusieurs titres. Ces titres et les mots thèmes auraient à une autre échelle la même fonction. L'anagramme saussurien fait surgir une sorte de paratextualité inédite dans les poèmes homériques.
Il s'agit ensuite de donner une justification théorique et historique à l'existence de ce réseau de mots-thèmes chez Homère. Et dans le système imaginé par Saussure, l'anagramme prend une fonction poétique précise qui est une fonction mnémonique. Ce serait les mots-thèmes qui, présents de morceau en morceau, permettraient aux aèdes d'assurer l'enchaînement des textes et la récitation continue des poèmes. Vous avez ici un passage donc, des anagrammes numériques où Saussure développe cette idée. Donc, les questions, on est au chant 11 de l'Odyssée, de la transition entre un morceau consacré à Tantale et un morceau consacré à Sisyphe. Après, donc, que dans le morceau qui concerne Tantale, la prochaine entrée en scène de Sisyphe était annoncée d'une manière générale et sommaire par le double anagramme des vers 584-585, il est donné ensuite, de 589 à 592, donc dans les 4 derniers vers avant d'arriver à Sisyphe, une leçon ou une répétition complète en prenant le mot dans le sens le plus voisin de celui qu'il aurait au théâtre, sur ce qui se trouve dans les 2 vers initiales du morceau qui va commencer. Très apparemment pour que le ménestrel, l'aède, s'il sentait sa mémoire en défaut, posséda un moyen de retrouver le texte ou de le fixer en s'y prenant naturellement à l'avance, car il serait difficile de prétendre qu'au cours même de la récitation, quelqu'un eut le temps de recueillir et de coordonner les choses inscrites dans cette mémoire de nature spéciale. Donc les anagrammes sont bien pensés comme une aide à la récitation orale. Cela dit, cette aide, on voit, est fixée à l'avance. Dans la pensée de Saussure, composition et exécution ne sont pas associées. Cette association sera effectuée par les travaux sur l'oralité et les techniques traditionnelles d'improvisation, dont découlera les théories de l'oral-poétrie de Paris-Delors dans les années 30. Le chant 11 de l'Odyssée offre un champ d'investigation particulièrement choyé par Saussure, et il est particulièrement étudié dans les anagrammes empiriques. Il a un cadre idéal pour sa théorie, puisque c'est le chant où Ulysse descend aux enfers, c'est le chant de la Nékia. Et comme il rencontre les héros morts les uns après les autres, les morceaux sont ainsi clairement délimités, et donc il n'y a pas de doute sur le mot-thème à rechercher, comme ça peut arriver dans d'autres passages. Donc dans ce chant, Saussure parvient à dégager un système extrêmement complet de correspondance secrète entre les vers. C'est par exemple ce qu'il analyse dans un passage des Cahiers, toujours donc sur ce chant 11. J'avais remarqué, dit-il, qu'une bonne partie des petits paragraphes de la Nékia c'est le chant 11 de l'Odyssée, dont le caractère est de faire surgir d'instant en instant un nouveau personnage et un nouveau tableau, comme Tantale, Sisyphe, etc., s'annoncent l'un l'autre par leur contenu anagrammatique. Ainsi, c'est pendant qu'il est encore question d'Achille que les anagrammes commencent clairement à dire Télamoniades, annonçant le morceau qui va suivre à partir de 543 sur Aias Télamoniades. L'anagramme est déjà présent dans le vers 536-537 et peut-être plus haut, mais devient intense dans 539 avec le complexe Katasoldeon Laimona, avant, je le répète, qu'on ait quitté le sujet d'Achille 2 vers avant l'alinéa et 4 vers avant la mention formelle du Télamoniade. Or de même, l'entrée en scène d'Héraclès est annoncée pendant qu'il est encore question de Sisyphe, au morceau précédent, d'ailleurs sur un anagramme complet. À son tour, Sisyphe est annoncé dans le morceau qui concerne Tantale, etc. Semblablement, le morceau sur Agamemnon paraît annoncé à l'avance, on remonte comme ça. Par le jeu des anagrammes s'anticipant donc les uns les autres, les morceaux se donnent la main, pour reprendre une expression d'emploi Saussure. Il en vient dans le reste des anagrammes homériques à affiner sa théorie et à développer une typologie assez complexe des différents anagrammes, en fonction de leur fonction précisément. Il y aurait les anagrammes mnémoniques, les anagrammes prémonitoires, les anagrammes préparatoires, allusifs, incidents, etc. Je ne vais pas entrer donc plus avant dans le détail de la théorie, j'espère simplement avoir montré quelques aspects donc, de l'originalité de l'anagramme tel qu'il est développé dans les cahiers de Saussure en tant que phénomène syllabique, oral, et à visée non pas cryptique, mais à visée mnémonique. En outre, son hypothèse a le mérite de se confronter à la problématique de la composition poétique orale et proposer une solution à l'énigme que constitue la transmission à travers les siècles d'un poème long de 15 univers comme l'Iliade. Et cela, il faut noter, 20 ans avant la théorie du vers formel de Milman Parry. J'en viens donc dans un deuxième temps aux problèmes, quelques problèmes que j'aborderai, soulevés par la lecture strictement linguistique qui a été faite des anagrammes. Les anagrammes sont découverts, je vais dire en introduction, à la fin des années 60, c'est-à-dire dans une configuration intellectuelle assez particulière, moment où on a pu dire que le structuralisme élargi, qui se réclamait de Saussure, ou en tout cas du CLG, est mis en crise.
Dans cette configuration, les anagrammes tombent à pic, puisque pour quelqu'un comme Derrida, par exemple, ou pour d'autres, dont le projet à l'époque est de déconstruire le signe saussurien, les anagrammes sont précieux puisqu'ils offrent l'opportunité d'asseoir leur innovation sémiotique en rupture avec la sémiologie structurale, à l'endroit même où celle-ci puisait sa légitimité, à savoir dans la référence à Saussure. C'est donc à ce moment-là qu'on va entreprendre de lire Saussure contre Saussure, c'est-à-dire, ou plutôt de lire le Saussure des anagrammes contre le Saussure de la linguistique générale, ou devrais-je plutôt dire le Saussure de Starobinsky contre le Saussure de Bailly et de Séché. De là le développement, on parlait tout à l'heure, ce matin, d'iconisation de la figure de Saussure, de développement du thème des deux Saussures, qu'on peut illustrer par cette revue qui est parue en 1974, sur donc, la figure de Saussure avec cette image, ce montage, vous voyez la figure de Saussure et l'ombre projetée dans lesquelles on a inséré des reproductions de manuscrits d'anagrammes. Dans cette image, on joue évidemment l'opposition de la face nocturne et de la face diurne, du CLG et des anagrammes, de la raison et de la folie, puisqu'on remarquera aussi que les anagrammes, la face nocturne empiète sur la face nocturne, empiète sur la face diurne, et pas à n'importe quel endroit, à l'endroit du cerveau. Ce thème de Saussure et ce thème de la folie qui est très attesté dans la bibliographie de l'époque, jusqu'en Blavier dans les fouilles littéraires, classe Saussure parmi les fouilles littéraires, à côté de ceux qui travaillent sur la photographie commerciale. Donc ce thème des deux Saussures et de la folie des anagrammes va structurer la réception jusqu'à peu près le milieu des années 80, mais elle est encore prégnante aujourd'hui, même si elle s'exprime de manière un peu plus subtile, mais pour être assez attentif à tout ce qui s'écrit sur les anagrammes, on en a encore des attestations. La transposition de ce thème, donc, des deux Saussures, sur un plan théorique, est l'idée que les anagrammes de Saussure contrediraient les principes de sa réflexion sur le langage, sa réflexion de linguistique générale. Cette idée a été développée par de nombreux théoriciens, notamment par Roman Jakobson. Je cite Roman Jakobson, je pourrais en citer d'autres. Je cite Roman Jakobson notamment parce qu'il est important pour la réception des anagrammes, spécifiquement dans le monde anglo-saxon, où, grosso modo, il y a un Américain qui vient de publier un livre sur les anagrammes, et il lit véritablement les anagrammes par les lunettes de Jakobson sans même l'apercevoir. Donc voilà ce qu'écrit, je prends ce passage à titre d'exemple. Donc l'anagramme poétique, tel que le définit Saussure, franchit les deux lois fondamentales du mot humain, proclamée par Saussure, celle du lien codifié entre signifiant et signifié, et celle de la linéarité des signifiés. Les moyens du langage poétique sont à même de nous faire sortir hors de l'ordre linéaire, donc là il s'appuie sur un passage des mots sous les mots pour prêter sa thèse, ou comme le résume Starobinsky, l'on sort du temps de la consécutivité propre au langage habituel. C'est donc dans les questions de poétique. Alors, deux thèses dans ce passage, on va revenir. Première thèse, l'anagramme contredirait le principe de l'arbitraire. C'est une thèse qui n'a pas de fondement dans les manuscrits, mais qui est pourtant tenace, on va encore diffuser. Il faut rappeler donc rapidement que l'anagramme, évidemment, ne suppose dans la pratique de Saussure aucune motivation, aucun symbolisme phonétique. Par ailleurs, dans la pratique des cahiers, on a ce qu'on peut appeler une neutralisation du plan du contenu. Ce n'est pas un hasard si nos thèmes que découvre Saussure sont, par exemple, des noms propres. Et à la décharge de Jakobson, je suppose qu'il soit de bonne foi, on peut parler d'ambiguïté des termes anagramme, hypogramme, logogramme qu'utilise Saussure et dont il n'a jamais été véritablement satisfait. L'anagramme est évidemment traditionnellement une figure de décryptage et de motivation qui sert à établir un rapport d'étymologie au sens antique, ou un rapport d'éponymie, c'est-à-dire à justifier la signification des mots. Bon, ce que ne fait évidemment jamais Saussure, même lorsqu'il en a l'occasion, dans ses manuscrits. Dans les anagrammes homériques, on a notamment plusieurs passages dans son travail sur les vers. Saussure rencontre des figures étymologiques qui sont très connues depuis toujours, par exemple Odysseus, Odyssao, ou Ulysse, le nom d'Ulysse associé à la haine, qui est un thème qui structure
l'Odyssée, Épéios et Poiésée, et même lorsqu'il rencontre ces phénomènes de figure étymologique qu'il connaît parfaitement, évidemment, Saussure s'abstient toujours d'orienter ses analyses dans ce sens et de corréler les signifiants. Bon, je passe assez vite sur la première thèse car elle n'a vraiment pas de fondement, mais bon. Deuxième thèse, l'anagramme contredirait le principe de linéarité du signifiant. Donc celle-ci est plus fondée peut-être, car effectivement, si l'on observe une étude anagrammatique, ici vous avez donc un passage, une étude sur l'anagramme latin, l'analyse anagrammatique s'affranchit de la consécutivité des phonèmes dans le temps. Y a-t-il pour autant une contradiction avec le principe de temporalité, enfin cette temporalité particulière des formes linguistiques que Saussure désigne avec le concept de linéarité? Presque l'ensemble de la réception a affirmé que Saussure théorisait dans les anagrammes un affranchissement de la linéarité, à partir notamment d'une page qui est éditée sur les mots, et qui peut-être, parler de la page qui est peut-être la plus citée dans les écrits, là c'est sans doute la page qui était la plus citée dans les mots, sous les mots, où Saussure réfléchit à la consécutivité, précisément. C'est la page dont j'ai extrait le passage qui nous intéresse. Voici le questionnement de Saussure dans ses analyses. Peut-on donner tae par ta plus t, c'est-à-dire inviter le lecteur non plus à une juxtaposition dans la consécutivité, mais à une moyenne des impressions acoustiques hors du temps, hors de l'ordre dans le temps qu'ont les éléments, hors de l'ordre linéaire qui est observé si je donne tae par ta ae ou ta e, mais ne l'est pas si je donne par ta plus t à amalgamer hors du temps, comme je pourrais le faire pour deux couleurs simultanées. Alors on retrouve évidemment dans ce texte des réflexions qui sont développées notamment dans les notes thèmes sur l'unispatialité, toute la réflexion sur la sémiologie visuelle, la sémiologie auditive, et avec l'image de la lanterne magique. Le problème, c'est que l'on a lu ces textes comme des assertions, notamment aujourd'hui on cite souvent ce passage la moyenne des impressions acoustiques hors du temps qui est théorisé par Saussure dans les anagrammes. Il se trouve que, vous le remarquez, ce sont des phrases interrogatives. Et par ailleurs, ce texte n'est pas à lire seul, puisque ces phrases interrogatives ont leur réponse dans le reste du manuscrit, quelques pages plus loin. Or, il se trouve que la première page est éditée dans le sous les mots, mais pas la seconde. Et donc, cette page reprend le questionnement sur est-ce que l'on peut s'affranchir de la consécutivité, et voici ce que répond Saussure. D'abord, le second sens, c'est que l'on ne peut pas, donc vous voyez la réflexion, est-ce que vous donnez tae par ta plus t, tra par ta plus ra, clo par co plus lo, ou pae par pa plus p. Cas qui reviennent à une combinaison antichronique ou achronique des formes, et il reprend l'image de l'amalgame pour dire ce n'est pas un amalgame comme pourrait l'être celui d'une virgule peinte. Donc là, vous avez vraiment la réponse avec le questionnement de l'anagramme, ce n'est pas une lanterne magique. J'insiste sur ce fait car non seulement parce qu'il est première importance pour les anagrammes, mais parce qu'il correspond d'une manière admissible à ce que, et vous avez dans le texte qui est important entre traits, il est vrai que l'on trouverait dans aucun livre sur que la condition fondamentale de tout mot est de courir sur une, et donc Saussure suspend sa plume, et écrit en capital, linéaire, et ce passage, ces deux manuscrits sont, à ma connaissance, les seuls manuscrits dans lesquels Saussure emploie le terme de linéarité ou de l'adjectif linéaire, qui n'est pas testé ailleurs. Donc, je propose de renverser la perspective par rapport aux analyses courantes à partir donc de l'étude des manuscrits, non pas de considérer que Saussure théorise une exception de la linéarité en vertu, comme on l'a voulu, d'une spécificité du langage poétique, ce qui, à mon avis, est une préoccupation d'époque, le passage de Saussure, mais d'affirmer bien que c'est dans le travail des anagrammes, dans ce travail sur l'horizontalité des verbes, la représentation de la linéarité dans les cahiers étudiants est toujours horizontale, que se forge le concept de linéarité, qui, comme vous le savez, est spécifique aux Saussure de 1907-1911, puisque dans les manuscrits antérieurs, vous n'avez pas le concept de linéarité, vous avez dans les notes thèmes celle de l'unispatialité. Donc, mon hypothèse, c'est bien le travail anagramme qui est à l'origine de cette réflexion. Pour conclure, donc, en deux mots, on peut dire donc que, c'est ma thèse que je défends, que la recherche sur l'anagramme n'entre pas en contradiction, mais bien en collaboration avec la linguistique, ce que j'appelle communément la linguistique générale de Saussure.
Et cette collaboration, évidemment, entre les différents aspects de la recherche saussurienne, dont les anagrammes, ne peut évidemment s'établir que par un maniement un peu rigoureux des manuscrits autographes. Alors, cette collaboration, elle porte sur les plans que j'ai analysés, on pourrait la développer sur d'autres. On peut considérer, c'est dans la thèse que je défends, que la recherche sur les anagrammes est une recherche sur la figure vocale en opposition à ce qu'il appelle la forme sens, pour faire le lien avec la notion développée dans les manuscrits de l'essence double. Figure vocale qui est bien un concept linguistique, mais pas une linguistique de la langue pour le coup. Et on peut, de ce point de vue, faire le lien avec une réflexion qui est développée non pas dans les manuscrits de l'essence double, mais dans les manuscrits qui sont contemporains de l'essence double, et qui sont peut-être même attachés, puisqu'on a des échos. C'est un manuscrit dans lequel Saussure distingue, s'interroge sur les identités que le linguiste peut identifier dans la langue. Il en conçoit trois. L'identité diachronique, il donne dans ce manuscrit, c'est des exemples qui sont repris dans les exemples, cantare chanté, l'identité phonique, et il donne dans le manuscrit cantare, mais sans emploi, cantare sans emploi, et ce qu'il appelle l'identité phonique. Et il donne l'exemple de cantare en latin, cantare en ottanto, une réflexion sur l'identité phonique qui est ensuite développée sous forme d'apothèse, ou encore un peu dans le troisième cours lorsqu'il parle à un moment d'unité de la langue. La question donc, sur les identités, évidemment au cœur de la réflexion linguistique de Saussure, qu'est-ce qui fonde l'identité diachronique, qu'est-ce qui fonde l'identité synchronus? Ce sont les deux questions lancinantes à la fois des manuscrits et de son enseignement, et c'est cette double interrogation, il me semble, qui fonde la linguistique de la langue telle que Saussure la développe. Et donc il me semble qu'avec les anagrammes, c'est bien le questionnement sur la figure vocale, la question de l'identité phonique qui est au cœur de son interrogation. Merci de votre attention. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est une question qui est tout à fait hors de votre sujet, je m'excuse. Est-ce qu'il a regardé, parce que les anagrammes des hymnes védiques, par exemple, si vous avez un hymne à Vayu, le nom va être grammaticé, c'est-à-dire c'est un nom propre, c'est le même principe, si vous voulez. Alors, naturellement, c'est pas le sujet que vous avez pris, c'est pas une fiction, mais ce sont des choses qui se passent. Je vais regarder pour ça que les hymnes védiques, mais ça marche très bien. Si le nom du dieu était dans sa Grèce, il va être grammatisé sur un nom, c'est de figure. Un manuscrit, enfin un cahier sur. On a une cote énorme de manuscrits védiques, et dessus il y a un cahier pour précisément sur ça. Oui. Il s'est intéressé. Scientifiquement, il existe. Oui. C'est penché sur lui. Mais Solvay, il a surtout consacré à la parité phonique. Ma question, pour une fois, n'était pas. C'est une question qui s'est posée pour ça.